Salut. Vous n'êtes pas sans savoir que le marché du manga est extrêmement engageant pour les mangaka. La concurrence y est rude, les délais imposés par les éditeurs sont juste inhumains, et malheureusement, on constate régulièrement les répercussions de ce système pervers sur la santé des mangaka. On ne compte pas le nombre d'auteurs de manga ayant déclaré s'être sentis soulagés à la fin de leurs œuvres. Alors, ces révélations peuvent évidemment s'interpréter de différentes façons, mais il est sûr que chez certains, il faut comprendre par là qu'ils étaient à bout physiquement et moralement. Ce phénomène a parfois de lourdes répercussions sur les œuvres elles-mêmes, c'est assez courant de voir certaines fins se précipiter, et ça, c'est loin d'être le pire des scénarios, parce que oui, difficile d'aborder ce problème sans parler des mangas qui ne connaîtront peut-être jamais de fin. Le plus connu, c'est évidemment Hunter x Hunter, j'en avais d'ailleurs parlé dans un short il y a quelques mois. On a aussi Nana, Berserk, même si c'est vrai que Kojimori a bien repris les choses en main. Bref, c'est quelque chose d'extrêmement frustrant malheureusement, mais comprenez bien que les mangaka en sont les seules véritables victimes, et à part leur souhaiter un bon rétablissement pour ceux qui le peuvent encore, on n'a pas vraiment notre mot à dire. Ceci étant, est-ce que tous ces chefs-d'œuvre, parce qu'ils resteront potentiellement éternellement inachevés, perdent l'intérêt d'être lus? Par exemple, est-ce que voir l'affrontement entre Kojiro et Musashi, c'est véritablement indispensable pour que Vagabond prenne tout son sens? Et le problème, c'est que malheureusement, cette question n'a pas véritablement de réponse. C'est les goûts et les couleurs. Du coup, inévitablement, l'œuvre perd peu à peu en popularité, et bon nombre de bijoux du manga n'atteindront peut-être jamais le statut qu'ils auraient mérité. Et s'il y a bien un manga qui a particulièrement souffert de ce truc-là, dont aujourd'hui on ne parle quasiment jamais et qui avait largement le potentiel de siéger parmi les incontournables dans son domaine, c'est évidemment le manga d'Igreman. Alors pour la petite poignée de personnes qui auraient vu mon short à l'époque, top 3 des mangas qui m'ont déçu, j'avais effectivement cité d'Igreman. Je m'expliquerai un peu plus là-dessus pendant la vidéo, mais sachez que j'ai complètement retourné ma veste, et aujourd'hui, je regrette amèrement de ne pas avoir accroché plus tôt à ce manga. Alors, d'Igreman, ça parle de quoi? Le manga se déroule dans un univers ressemblant à notre monde vers la fin du 19e siècle. On y suit les aventures d'Alan Walker, un jeune exorciste qui a rejoint la congrégation de l'ombre pour combattre le conte millénaire, une entité maléfique qui tourmente l'humanité depuis 7000 ans. Le but du conte est très clair, il souhaite exterminer l'espèce humaine. Il est parvenu à ses fins lors d'une précédente apocalypse, provoquant une destruction quasi totale de l'humanité. À l'époque, l'espèce humaine avait été sauvée de l'extinction par les Noé, mais ceux-ci ont maintenant pour but de répéter cet événement en obéissant aux ordres du conte millénaire. Cette ancienne destruction a laissé des cicatrices profondes sur le monde, et c'est dans ce contexte que la congrégation de l'ombre se bat pour éviter une nouvelle apocalypse. Pour atteindre ses objectifs, le conte utilise des Akuma, des créatures nées des âmes des morts et de la souffrance des vivants. Allen a lui-même été victime du conte. Il a commis une erreur tragique en invoquant le conte dans une tentative désespérée de ramener à la vie son père adoptif. Et cette décision, elle a eu des conséquences dramatiques puisque son père adoptif a été transformé en Akuma. Alors par chance, il n'a pas pris possession d'Allen. En revanche, il l'a maudit. Allen porte la marque de cette malédiction à son œil droit, et grâce ou à cause de ça, il est capable de percevoir l'âme des Akuma, et donc de démasquer ceux qui ont emprunté une apparence humaine. Voilà pour les grosses lignes, faut ajouter à ça que d'Igreman a un visuel assez unique et intègre beaucoup de symbolisme religieux. Le conte millénaire en dehors des Akuma, il est accompagné des Noé, comme je vous l'ai dit, qui sont directement inspirés de l'histoire biblique de Noé. La congrégation de l'ombre, quant à elle, est une organisation secrète opérant sous l'autorité de la papauté. Ses membres, les exorcistes, utilisent des armes sacrées appelées innocence pour repousser les forces du mal. Et en gros, c'est des espèces d'artefacts divins qui revêtent différentes formes et qui sont considérés comme un don de Dieu accordé pour contrecarrer les plans du conte. Alors voilà pour le speech, et on va pas se mentir, le synopsis est plutôt facile à comprendre. En revanche, le déroulement de l'histoire, lui, l'est beaucoup moins. C'est d'ailleurs un des trucs qui a fini par me faire décrocher, mais qui aujourd'hui constitue selon moi l'une des plus grandes forces du manga. d'Igreman est un immense texte à trous. Durant tout ce manga, l'auteur n'a de cesse d'introduire de nouvelles intrigues. C'est souvent très bref, parfois ça tient sur quelques échanges, mais je vous jure que la quantité de points laissés en suspens par le manga à l'heure où j'écris la vidéo est assez impressionnante. En fait, lors de ma première lecture, j'avais l'impression que Katsura Oshino s'était complètement perdu dans son récit. À partir du tome 15, je ne comprenais plus que la moitié des dialogues, je voyais plus du tout où voulait m'amener le manga, ajoutez à ça que certains dessins sont assez difficiles à comprendre, et tout ça, naturellement, ça m'a conduit à stopper ma lecture. Par la suite, j'ai un peu regardé ce qui se disait sur le manga, et globalement, j'ai vu que j'étais pas le seul à avoir eu ce ressenti. Mais malgré ça, il y a quand même un truc qui m'intriguait. Si la mangaka était réellement en train de perdre le fil de son histoire, pourquoi luttait-elle autant pour finir son œuvre sans en précipiter la fin? Du coup, j'ai relu d'Igreman, et là j'ai compris toute l'ambition qu'a eu Katsura Oshino avec son manga.
Depuis 2004, l'auteur n'a de cesse de tisser l'immense toile de son univers. Quand les lecteurs pensent avoir fait un pas en avant, ils reculent de 2 pas quelques chapitres après. L'intrigue du manga est un immense complot dont encore aujourd'hui personne ne pourrait être en mesure d'en comprendre les enjeux et les responsables. Pour vous donner un exemple, j'ai toujours trouvé très étrange le fait que le conte millénaire ne soit présenté dès le tome 1. C'est vraiment pas courant d'introduire aussitôt l'antagoniste final, ça a tendance à lui faire perdre en aura, surtout que dans le cas de Digreman, l'auteur ne s'est pas juste contenté de le présenter, elle l'a déjà fait combattre plusieurs fois. Ce truc-là, ça démystifie beaucoup le personnage, mais je suis certain que c'était entièrement prévu par Katsura Oshino. Selon moi, depuis le début de son manga, elle souhaite que les lecteurs aient les yeux rivés sur de faux enjeux pour pouvoir prendre tout le monde à contre-pied plus tard. À partir du tome 24, on commence enfin à y voir plus clair, et tout le génie de l'auteur commence à prendre sens. C'est toujours tout en subtilité, pour vous donner quelques exemples. On a par exemple cette scène où on peut apercevoir qu'un homme était présent lorsque Mana a tué son frère. Les contours de ses yeux ne laissent que très peu de place au doute, il s'agissait du Bookman. On nous a également révélé dans les derniers chapitres sortis en scan qu'Allen avait côtoyé le Bookman qui a mystérieusement disparu. Ce dernier porte une balafre à son œil droit, alors rien n'est encore sûr, mais il y aurait fort à parier qu'il s'agirait de Marianne Cross. Parce que pour rappel, dans le chapitre 101, Jadesro et David étaient déjà stupéfaits de la ressemblance entre Lavi et lui. Voilà, c'est plein de petites révélations récentes comme ça qui commencent à connecter avec les éléments qu'on a vus au début du manga, qui donnent franchement cette impression de maîtrise qu'a la mangaka sur son œuvre. On avance enfin dans l'histoire depuis quelques temps, et après que Vizelli Camelot ait rendu leur mémoire au Noé, il y a fort à parier que nous aurons bientôt tous les éléments pour démêler cet immense jeu de pistes qu'est Digreman. Mais du coup, la question qu'on peut se poser, c'est, en sachant que tout ça, ça rend la lecture complexe et que ça peut perdre des gens en cours de route, pourquoi elle a tenu à dérouler son récit de cette façon? Eh bien, la réponse, elle est toute simple, c'est que ça sert énormément au développement d'Allen. Allen est la notion de libre arbitre. Parce que oui, si nous, lecteurs, sommes complètement largués par les événements qui se passent dans le manga, eh ben, il en va de même pour notre héros. Allen est un personnage assez fascinant dans sa construction. On parle beaucoup de guts quand on aborde la notion de lutte contre sa destinée, mais c'est tout aussi frappant chez Allen. Dès le début du manga, en rejoignant la congrégation, l'innocence d'Allen fait déjà l'objet d'une prédiction des Vlaska. Et la congrégation déclare que son innocence est le témoin que la lutte contre les Akuma fait partie de sa destinée. À ce moment-là, Allen ne perçoit pas les choses de cette manière. Pour lui, il ne fait qu'avancer en prenant le chemin qu'il a lui-même choisi d'emprunter. Mais est-ce bien vrai? Cette question, c'est tout ce qui façonne la profondeur du personnage. La Congrégation de l'Ombre est une organisation extrêmement verrouillée. Les compatibles y sont enrôlés de force, et une fois entrés dans les rangs, il vous est impossible d'en sortir. En ça, Allen avait-il d'autre choix que de rejoindre la Congrégation? Idem pour Mana, son maître ou encore Team Capi, qui sont, selon ses dires, sa seule famille, et dont aujourd'hui on sait que leur rencontre n'était pas le fruit du hasard. L'histoire qui gravite autour des Noués semble donc se répéter, et Allen semble inévitablement pris dans les griffes de sa destinée. Quelles que soient ses décisions, notre héros se retrouve toujours là où quelqu'un voulait qu'il soit. Mais alors du coup, est-ce que tout est déjà écrit pour Allen? Et c'est exactement là que la construction du récit vient prendre tout son sens. Comme je l'ai déjà dit, l'histoire semble se répéter, et c'est donc en comprenant le passé qu'Allen parviendra à déjouer son futur. C'est la méconnaissance de l'histoire qui pousse Allen à se laisser manipuler par les autres, mais il ne fait aucun doute que d'ici peu, il disposera de tous les éléments nécessaires pour tracer son propre chemin. Parce qu'indépendamment de sa destinée, Allen est différent des autres. Il ne perçoit pas les Akuma comme des armes, mais comme des âmes prisonnières qu'il doit secourir. Allen n'est ni du côté des Noé, ni de celui de la congrégation. Il se bat du côté de ceux en quoi il croit, et de sa propre conception qu'il s'est fait du bien, et tout ça, eh bien c'est grandement influencé par sa volonté de se racheter par ses fautes d'antan. Allen a lui-même transformé son père adoptif en Akuma. Il sait mieux que quiconque ce que traversent les victimes du conte, et toute la souffrance que renferment les Akuma. En ayant lui-même changé un être qui lui était cher en armes pour le conte, il lui est impossible de les déshumaniser, surtout qu'avec son œil, il parvient à distinguer les âmes qui en sont prisonnières. Et d'ailleurs, c'est cette même empathie qui le pousse à ne pas souhaiter la destruction des Noé. Il les perçoit comme des victimes de leur destin, eux qui ont été des hommes comme lui, et qu'il ne peut se résoudre à voir autrement. Les guerres qui n'ont eu de cesse de faire rage depuis des millénaires sont le témoin qu'aucune bonne approche de la chose n'a encore été trouvée. Tout ça, Allen le sait très bien, notamment grâce à Mana, et c'est pourquoi il est déterminé à ne marcher sur les traces de personne. Il continuera d'avancer coûte que coûte, convaincu qu'un jour, la voie qu'il aura tracée servira à quelqu'un d'autre. Les 28 tomes parus ne sont que les prémices de cette terrible lutte qui oppose Allen à son destin. D'ici peu, il disposera de toutes les connaissances nécessaires à son combat, et j'espère vraiment que Katsura Oshino parviendra à développer tout ce qu'elle prépare depuis tant d'années.
En dehors de ça, Alan Walker est un personnage profondément attachant. J'ai rarement vu un héros se faire malmener pendant autant de tomes par le scénario, malgré une vie constamment bouleversée, il continue de sourire et de tendre la main aux autres. Son passé, notamment sa relation avec Mana, est touchante, tout comme les liens qu'il entretient avec ses amis de la congrégation. Cet amour pour les autres est une décision qu'Allen a fait de son propre chef, la seule qu'il a pu choisir avec certitude, dans un monde où tout semble lui échapper. Bon, maintenant, on va quand même parler d'un truc assez frappant avec Alan Walker et le manga d'Y-Man, c'est sa ressemblance avec Fullmetal Alchemist. Déjà, le design d'Alan Walker ressemble beaucoup à celui d'Edward. L'un comme l'autre sont souvent moqués pour leur taille, ils ont chacun un bras qui n'est pas humain, adoptent parfois les mêmes comportements, mais surtout, ils se sentent tous deux responsables de leur passé. L'un comme l'autre ont tenté de ramener un être qui leur était cher à la vie, et ils en ont tous deux payé le prix. Alors déjà, avoir autant de points communs, c'est assez fou. Mais le pire, c'est que la ressemblance est loin de s'arrêter à leur personnage principal. Les Noé sont très semblables aux homonculus, exorcisme alchimiste d'état, innocence alchimie, ça se ressemble quand même pas mal, que ce soit Izumi ou Marianne Cross, tous deux inspirent la même terreur à leurs disciples. Bref, je sais pas comment c'est possible, mais toutes ces similitudes sont bien réelles et c'est un petit peu troublant au début. Pour finir sur ça, j'ajouterais quand même qu'il y a un truc marrant qui oppose fondamentalement les deux œuvres. L'alchimie tire sa force de la science, tandis que l'innocence tire sa force de Dieu. Sans ça, les deux mangas restent quand même très différents. L'histoire de Digreman est bien distincte, avec une philosophie principale axée sur la lutte contre un destin prédéterminé et le libre arbitre qu'on retrouve beaucoup moins dans FMA. Je trouvais ça amusant de souligner toutes ces ressemblances, mais Digreman reste une œuvre véritablement unique. Pour revenir sur ce que je disais en début de vidéo à propos des œuvres inachevées et de l'impact sur les lecteurs, dans le cas de Digreman, c'est vrai que si sa fin venait à ne jamais voir le jour, cela signerait selon moi la mort du manga. L'intrigue a mis tellement de temps à se déployer que voir cette œuvre ne pas atteindre son plein potentiel rendrait sa lecture cruelle, tant elle est pleine de mystères non résolus et de promesses non tenues. Maintenant, faut pas oublier que derrière tout ça se cache une femme qui lutte quotidiennement pour que son manga arrive à son terme. On lui souhaite évidemment de se soigner avant d'espérer quoi que ce soit pour son manga. Malgré tout ce que je viens de dire, Digreman reste un manga fascinant, avec des thématiques profondes et un héros attachant qui se bat contre l'inéluctable, faisant de son parcours une source d'inspiration. Alors, même si la fin semble incertaine, tant qu'on aura de l'espoir, Alan Walker et son voyage mériteront d'être découverts et suivis, parce qu'en plus de tout ça, les derniers chapitres sortis sont sublimes. Allez, ce sera tout pour moi, à très bientôt.